Là, c'est à toi. Euh, eh bien, bonjour. Merci d'être présent pour cette conférence durant laquelle je vais partager avec vous les derniers travaux de recherche qui concernent plus particulièrement les questions de migration du groupe ethno-linguistique Sherpa et leur migration à New York. On va s'interroger plus spécifiquement sur la connectivité translocale de ces populations. Moi, je suis Ornella Pluskiadis. Je suis actuellement professeure invitée au département de géographie de l'Université de Montréal et également chercheuse associée, très heureuse d'être chercheuse associée au CERIAS, donc à l'UQAM et également à l'Institut d'études internationales de Montréal. Voilà, dans le cadre duquel s'inscrit cette présentation. Et je vais commencer par, voilà, j'ai mis en fond un peu une image qui va servir de fil conducteur, merci. Pendant toute cette présentation, une image que j'ai reprise d'un média, d'un site internet qui présentait une façon un peu symbolique de la migration des populations Sherpa justement à New York, où on retrouve finalement le lien avec le Base Camp, Way to Everest Base Camp, donc le lien avec finalement l'ouverture du Népal, mais également de la région du Khumbu, dite région de l'Everest, en 1953, avec finalement l'ascension du sommet par Sir Edmond Hillary et Tenzing Norgay Sherpa, et le symbolisme de l'autre côté finalement d'un Everest summiteur qui a gagné d'autres sommets et a atteint un autre espace qui est arrivé finalement à New York et qui à New York va aussi partager ce sentiment d'appartenance qui se traduit de différentes façons, notamment avec l'usage de drapeaux de prière. Donc on reviendra un peu sur ces liens. C'est ces liens en fait qu'on va interroger entre deux espaces qui sont distincts et distants et voir finalement qu'est-ce qui les rapproche et dans quelle mesure s'organisent ces réseaux de connexion. Peut-être que cliquer directement sur l'image, ça peut aider parfois. Oui, c'est bon. Et j'ai d'ailleurs oublié de dire dans mon appartenance que je suis aussi associée au centre d'études, je vais dire centre d'études Himalaya, mais qui n'est plus, le centre d'études de l'Asie du Sud et de l'Himalaya, et également le CESMA, qui est le centre d'études des sciences sociales de l'Asie, de l'Amérique et de l'Afrique. Donc, premier petit ancrage, juste une introduction, juste pour vous dire qu'en fait, ces recherches, elles s'inscrivent dans le temps long, dans un temps long d'investissement d'un terrain dans lequel j'ai pu prendre un peu pied et langue. Donc, c'était notamment pendant mes travaux de thèse qui sont organisés en fait finalement pendant 5 ans avec un temps de plus d'1 an et demi sur le terrain, au travers desquels j'ai interrogé les questions de perception du changement climatique, mais également de questionnements autour de la disponibilité de la ressource en eau, donc dans la région de l'Everest. Et c'est à travers ces recherches que je me suis interrogée finalement, enfin, les prémices de ma recherche, la diaspora et l'immigration sont arrivées. En fait, c'est juste une petite histoire en petit point. Donc, j'étais avec une informatrice qui est devenue une amie dans le village de Pangosché. Donc, c'est un des derniers villages d'habitat permanent sur le chemin du camp de base de l'Everest, justement. Et dans ce village, là qu'on retrouve un peu perché là, sur une terrasse alluviale, j'avais une amie à qui on prenait le thé et qui a mis en fait un DVD à l'époque. Et on a regardé un DVD de la célébration du festival de Losar, qui est le nouvel an en fait tibétain. Donc je vois voilà, énormément de danse, beaucoup de monde réuni, etc. Et moi je me suis directement dit que c'était à Katmandou, enfin ça ne pouvait pas être ailleurs. Et quand je l'ai interrogée, justement, elle me dit, mais non, c'est pas. Enfin, elle me montrait qui y avait, etc. Puis je me dis, mais non, c'est à New York.
Et là, j'ai pris un peu conscience de l'importance de ces réseaux. Je pense que j'avais conscience de l'importance des réseaux de migration de proximité, parce qu'il y a énormément de migration, de migrants saisonniers, notamment qui viennent du bas de la vallée, alors qu'ils ne sont pas finalement des Sherpas, hein, qui sont principalement des populations Rai, voire Tamang ou autres. Donc voilà, j'avais l'image hein, de ces migrations saisonnières, mais j'avais pas autant, je pensais pas qu'il y avait autant d'importance dans l'immigration internationale. Donc c'est ce qui m'a amené à m'interroger dans un deuxième temps, finalement au lien de connexion entre voilà, les populations Sherpa de la région de l'Everest, principalement voilà, partant du village de Pangboche, un peu le camp de base, et puis en regardant ce qui les relie à travers une recherche multisituée, on va dire, puisque je suis partie finalement au retour, j'ai fait un retour sur le terrain, donc j'ai fait aussi une restitution de mes données de thèse. Et à l'issue de cette restitution des données de thèse, bah, j'en ai profité aussi pour commencer une recherche sur les questions de migration. Donc là, il y a eu 5 mois de terrain entre finalement la région du Congo, donc principalement 3 villages, on pourra revenir sur ces 3 villages, Katmandou et également New York, voilà, sur en gros 5 mois de terrain. Je vais peut-être revenir sur. Je me suis beaucoup interrogée sur la façon dont on parle des Sherpas. Je pense que c'est une des populations, un groupe ethno-linguistique qui ne représente même pas 1% de la population du Népal, mais qui est peut-être le plus connu, reconnu, symbolique, médiatisé, comment on peut dire, rêvé, qui suscite beaucoup d'attention et aussi d'attention scientifique. Parce que cette région de l'Everest, qui a été ouverte aux étrangers, a été aussi ouverte aux recherches, à la recherche, et notamment une des premières personnes hein, qui s'est interrogée sur finalement ce qu'il a appelé les bouddhistes des Hautes-Terres. Buddhist Highlander, c'est Führer Heimendorf, un anthropologue autrichien qui a fait finalement ses recherches dans les années entre 50 et 60, qui avait bénéficié en fait de l'ouverture du Népal et puis après l'ascension de l'Everest. Et c'est la première fois finalement où il y a eu une étude. Alors on pensait que les Sherpas étaient un peu figés, un mode de vie archaïque basé sur l'agriculture, l'élevage et puis le triptyque avec le commerce. Donc voilà, commerce des caravanes notamment. Et finalement, il a passé beaucoup de temps dans les villages de Kumjung, Koundé, on va voir, c'est d'ailleurs des grands villages de départ maintenant, pour documenter et démontrer en fait ce qui se passait dans la société Sherpa. Et finalement, il a un peu invalidé la thèse de cette société qui vit en autarcie. Au contraire, il a vraiment montré que c'était une société qui est très ouverte. Et il est revenu sur le terrain dans les années 80 et il a été très surpris des transformations. Je pense qu'il avait aussi idéalisé cette société. Donc c'est intéressant de voir en fait comment il les a appelés les Sherpas transformés par l'arrivée du tourisme, les changements dans les rituels, les changements sociaux qu'il a pu observer. Et finalement, on a cette image-là des Sherpas transformés. Ces transformations de plus en plus importantes ont après pris une résonance d'autant plus forte dans les années 90. On est à un moment où on a été un peu dans le flot des théories de la dégradation de l'environnement himalayen et on a beaucoup de chercheurs justement qui se sont interrogés à ce qui se passait vraiment sur le terrain, notamment Stanley Stevens, Barbara Brower, beaucoup de chercheurs finalement, d'anthropologues, de géographes, principalement américains, j'ai envie de dire, qui ont parlé un peu des changements environnementaux et qui ont donné un autre regard aussi sur ces transformations de la société Sherpa jusqu'aux travaux de Vincent Adams, qui ont vraiment aussi marqué un tournant, qui est aussi très critiqué, avec une vision très critique, mais qui a appelé les Sherpas comme étant des Sherpas virtuels, puisque finalement, une partie de leur symbolique, de l'attachement religieux pouvait être aussi mis en scène dans le cadre du tourisme. Et ça, c'est dans ce cadre-là qu'elle a parlé des Sherpas virtuels. Donc c'est intéressant parce qu'on va parler de la virtualité comme dans la dernière image. Mais voilà. Après, on a Sherry Hoppner quand même qui a beaucoup travaillé sur
à la fois au départ hein, sur le bouddhisme finalement, et la pratique du bouddhisme dans la région, et notamment à travers les Sherpas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après, elle a travaillé sur ceux qui s'engageaient dans les expéditions himalayennes, avec une vision très anthropologique, ethnographique. Et finalement, alors, du coup, en faisant ce petit fil conducteur, je me suis dit, mais il n'y a plus d'ouvrage. Il y a eu après beaucoup de travaux. Hein, il y a eu plus récemment, on a parlé des Sherpas globaux. Hein, Isabelle Sakharov, elle a montré comment leur mode d'habiter était finalement un peu plus globaux. Pasang Yangzi Sherpa, qui est une collègue anthropologue qui a travaillé aussi énormément sur les questions de changement climatique, parle des Sherpas transnationaux. Et en fait, moi, je parle des Sherpas translocaux. Donc, on va voir comment en fait, ces qualifications ont évolué. Et je me suis appuyée un peu sur cette image fondatrice, je trouve, qui remet bien en parallèle cette dualité. Et on va voir que on pense souvent à la migration dans un sens, voilà, comme étant un peu une vision linéaire. Et voilà, je me suis beaucoup nourrie des travaux justement de Sienna Craig, qui a beaucoup travaillé sur la communauté Mustangi et les connexions avec New York, et qui montre justement que c'est plutôt circulaire. Elle a utilisé d'ailleurs le terme de Cora pour montrer un peu la circangulation qu'on peut avoir. Donc, on va voir un peu tout ça. Je vais avancer, parce que sinon... en gros, ça va se passer en... Circulaire en termes de Népal, New York. Oui, exactement. En fait, en montrant qu'il n'y avait pas... Une fois qu'on arrive à un lieu, c'est pas fini. Au contraire, en fait, tout se répond. Et voilà, on pense souvent que c'est dans un sens. Et on va voir que la notion de transnationalité, elle peut être dépassée quand on parle de translocal, en fait, parce que le local est un peu transfiguré par ses connexions. Donc, en fait, je vais vous montrer tout ça. Je vais revenir un peu sur l'historique. Voilà, en fait, c'est des migrants historiques, les Sherpas, une population en mouvement, à travers une recherche en mouvement. Donc, on va voir ces trois lieux et comment le mouvement est un peu inhérent, en fait, dans ces lieux. Et puis, voir les trois niveaux de connectivité, hein, ce qu'on appelle la connectivité translocale, les connexions, les réseaux, et puis regarder ce sentiment d'appartenance, cette identité, comment elle va être transformée. La première chose, finalement, c'est quand on regarde cette région, c'est une région voilà, où historiquement, il y a eu des mouvements. Hein. D'ailleurs, elle l'a très rapidement montré à Heimendorf, c'était une société ouverte. Les liens de migration sont historiques. Bon, déjà, les Sherpas en tant que tels, Charrois, c'est les peuples de l'Est. Hein, ils viennent de la province du Kham. Donc, c'était au XVIe siècle. Ils se sont installés dans principalement, hein, les Sherpas, là, c'est vrai que je parle uniquement des Sherpas du Khumbu, de la région de l'Everest, sont principalement installés dans le nord-est du Népal et une grande partie dans cette région. Et je parlerai juste pour situer, le Khumbu, c'est la partie haute du Solu Khumbu, hein, donc voilà, qui est plus connue voilà, sous le nom de région de l'Everest et qui est aussi inclus dans le parc national de Sagarmatha. Donc finalement, on a ces trois lieux qui portent différentes représentations aussi. Et finalement, l'idée, c'est de montrer que très tôt, en fait, il y a eu une adaptation de la population et des déplacements de population au sein même de leur espace. Et en fait, on n'est pas sur des villages comme ça qui fonctionnent tout seuls, on est sur des villages en réseau, un territoire réticulaire, c'est ce que j'avais montré dans mes travaux de thèse, où il y a des échanges, où il y a justement surtout des échanges entre différentes altitudes. Et on est sur des réseaux qui dépendent de différents hameaux, hein, quand on va monter en alpage ou descendre, etc. Voilà, 70% des habitants appartiennent au groupe ethnolinguistique Sherpa. On est dans une région qui est de plus en plus mixte, on n'a pas uniquement une population Sherpa, mais moi, c'est vrai que mes travaux se sont vraiment concentrés sur cette région. Et là, on voit le territoire du village dans lequel j'ai travaillé plus spécifiquement. Je vais avancer. Et c'est vraiment ce territoire un peu réticulaire. Et en fait, ça montre aussi la répartition des terres qui est faite entre différents espaces. Et on a vraiment en fait, une répartition des terres par village, un village cœur, et puis des hameaux satellites autour de ce village cœur. Donc, la gestion de l'espace était déjà ancrée dans cette stratégie de mobilité pour s'adapter aux peu de terres disponibles en altitude. Et puis, le mouvement a été inhérent dans la pratique agropastorale,
D'où voilà, un peu cette image de Yak Driver, un peu, c'est vrai que j'ai voulu reprendre de Yak Driver au Tourist Driver jusqu'au Taxi Driver, mais voilà, il y avait cette, ou de la Yak Driveuse, en tout cas, avec quand même une forme de pratique de l'élevage qui était quand même importante, qui tend à diminuer, hein, mais voilà, là, je vais passer là-dessus. Et puis cette forte mobilité, donc il y avait une forte mobilité interne qui caractérise cet espace, mais également une forte mobilité externe. Déjà les liens anciens avec le Tibet, le commerce caravanier, les liens anciens avec l'Inde. Donc finalement, c'est pas du tout une société fermée et la circulation en fait était très forte, mais l'espace de référence restait le Congo. Même s'il y avait des migrations qui étaient saisonnières. Là, j'ai mis un peu l'image des premières expéditions, parce que les premières expéditions au Everest, elles se sont aussi organisées depuis Darjeeling. Donc, il y a eu énormément aussi de populations qui se sont déplacées, enfin de Sherpas qui sont partis à Darjeeling pour essayer d'intégrer et d'être engagés en fait comme porteurs. D'ailleurs, il y a eu après un glissement. Hein, tous les Sherpas ne sont pas porteurs et tous les porteurs ne sont pas Sherpas. Donc, on associe aussi ce groupe ethno-linguistique à étant voilà, finalement une catégorie socio-professionnelle, parce que c'est une catégorie dans la catégorie des expéditions. Et l'espace de référence restait le Khumbu et restera le Khumbu, j'ai envie de dire, jusqu'à l'expédition réussie au Mont Everest, côté népalais, puisque quand le Népal s'est ouvert aux étrangers en 1951, eh bien, il y a eu des tentatives du côté népalais et plus seulement du côté tibétain. Et là, ça a ouvert, en fait, l'espace à tel point que l'espace de référence dans les années 70, c'était plus le Khumbu en tant que tel, c'était devenu Katmandou, puisque c'était de Katmandou que s'organisait finalement tous les réseaux, toutes les agences de trekking, les liens en fait avec le tourisme qui étaient devenus, alors j'ai pas envie de dire important, on va voir après l'augmentation du nombre de touristes, mais ça a finalement une implication dans les mobilités externes. Il y a eu de plus en plus de mobilité externe et également mobilité externe pour être finalement des porteurs, des Sherpas dans d'autres expéditions, dans d'autres endroits du Népal, mais aussi pour aller ailleurs. Et ces mobilités, elles vont énormément s'appuyer avec le rôle fondateur de ce qu'on a appelé les INDAC, qui sont les sponsors. Cette relation particulière qu'on va avoir finalement avec un client qui va devenir plus tard un sponsor. Et cette relation finalement de parrainage, c'est beaucoup illustré à travers ce rôle-là. Donc voilà, il y a cette image aussi du Sherpa qui a changé, qui est devenu un peu celui qui va gravir l'Everest en tout cas. Et puis cette mobilité externe, c'est d'autant plus éclaté. L'espace de référence n'est plus le Khumbu ou Katmandou, mais il est multisitué. Il est multisitué parce que les circulations vont être d'autant plus importantes. Démocratisation aussi du tourisme dans les années 80, circulation de plus en plus importante. Et on va retrouver, il y a plusieurs éléments déclencheurs, aussi la guerre civile au Népal entre pendant une dizaine d'années, enfin pendant 10 ans justement, a servi aussi de point de départ vers l'extérieur. Et là, on a cette image en fait d'une Sherpanie que j'ai retrouvée entre Koundé et que je vais retrouver ensuite à New York. Donc de cette mobilité externe avec cette circulation, avec des allers-retours qui peuvent être fréquents, mais dans certains cas des allers sans retour. Et puis une circulation des Sherpas originaires du Khumbu, cette fois-ci, qui vont de plus en plus loin, Japon, Australie, mais on va voir qu'il y a quand même un tropisme très fort vers l'Europe, mais surtout vers les États-Unis, avec une forte concentration. Voilà, c'est vrai que les chiffres, ça doit quand même assez difficile, on peut dire 10 000, en gros, en estimation, et on estime à environ 5 000 voire 3 000 chaque pas, principalement à New York, donc aussi un tropisme vers les États-Unis, mais surtout à New York. Avec cette image de taxi driver qui est aussi véhiculée dans les médias, là on peut voir que ça sort dans le New York Times, et on va voir que la réalité elle est quand même différente, mais juste placer le contexte. Je vais essayer d'avancer. Et finalement, cette recherche que j'ai pu faire, elle est en mouvement. On va voir dans quelle mesure elle est en mouvement,
Le premier mouvement, moi, d'être en mouvement, c'était aussi pour comprendre le mouvement et finalement d'étudier cette région à distance. Ça m'a permis de réinterroger aussi les liens. Donc, on va essayer de comprendre un peu les relations étroites entre ces territoires, voir les différentes formes d'échange, les réseaux qui sont activés pour finalement voir comment on peut analyser cette connectivité dite translocale qui remodèle un peu, qui remodèle le territoire, et notamment le sentiment d'appartenance également. Donc, c'est une recherche multisituée, ancrée sur différents réseaux et voilà. Et qui part de concepts, de notions. Alors là, j'avais parlé, j'avais évoqué la question de transnationalité, transnationalisme, et souvent c'est la façon dont, en fait, se dire que les schémas de migration ont tendance à s'ancrer dans la vie des gens à tel point que la multilocalité fait partie du quotidien. On a beaucoup de familles finalement où la multilocalité, elle est finalement la façon de qualifier, elle fait partie de la vie normale. Donc cette question de transnationalisme, elle est quand même interrogée dans la question de diaspora et de migration depuis un certain temps. Mais la notion de translocalité, qui a été aussi beaucoup utilisée par des géographes, mais pas uniquement, elle permet de dépasser, puisqu'on n'est plus seulement attaché à une nation, mais on est attaché à un espace local. On pourrait même parler de transterritorialité quelque part, enfin, si vous voulez aller plus loin, mais permet de se réinterroger sur les questions de connexion et sur la situation. Et la situation est plus locale. Donc, le local se reconfigure, en fait. C'est quoi le local? Le local, on ne va pas le chercher forcément dans un espace. On le trouve dans beaucoup d'espaces. Et c'est un peu l'émergence de ces connexions translocales qui nous amène à la question de connectivité. Le chevauchement de ces lieux distincts dans la vie des migrants aussi est quand même assez fort. Et finalement, quand je reprenais un peu on confond souvent les frontières du local. Donc, je ne sais plus quelles sont les frontières du local. Et il y a une nature de plus en plus complexe de la nature des migrations, des processus avec des identités qui sont reconstruites et qui sont liées à plusieurs lieux avec des personnes qui sont mobiles, qui peuvent être dites déracinées, qui sont en voyage. Donc, le mouvement est quand même fondateur de cette notion de translocalité que je trouvais qu'elle s'appliquait bien à ce cas-là. J'ai aussi beaucoup été inspirée par les travaux de Sienna Craig, justement, sur les communautés Mustangui. Déjà, d'une part, parce qu'elle parle des communautés Mustangui, elle veut les visibiliser, elle visibilise l'invisible. Et en fait, les Sherpas, c'est déjà les visibles. Mais ils sont visibles à travers une seule image, enfin une image très réduite, j'ai envie de dire, comme dont on discutait hier. Mais il y a cette image qu'on veut bien véhiculer sur les Sherpas, ces images de conducteurs de taxi et puis des vrais summiteurs qu'on retrouve à New York. Et les travaux de Sienna Craig, justement, ont beaucoup interrogé ces liens de connexion. Elle a même dépassé la notion de kinship, de lien de parenté, et finalement en disant que c'était... Voilà, il y avait d'autres liens de connexion qui étaient plus forts, enfin pas plus forts, ça n'avait pas une notion de plus fort ou moins fort, mais finalement s'interroger sur eh bien, des réseaux qui sont autres, les réseaux familiaux, mais aussi les réseaux notamment d'organisations communautaires qui ont aussi un poids important. Et puis, les réseaux virtuels, on va voir, c'est un peu ces niveaux de connectivité que j'ai beaucoup retrouvé aussi dans ces travaux. Alors déjà, le Congo, voilà, comme je vous l'ai dit, ça a un peu été l'Eldorado. Voilà, il y a eu un tropisme vers le Congo, tropisme d'étrangers. Donc là, les travaux les plus récents que j'ai trouvés, c'était notamment en pré-pandémie, sur les chiffres, mais qui montrent en fait l'évolution. Donc là, c'est un graphique qui reprend l'évolution du nombre de touristes. Donc là, c'est depuis 1980. On avait, je crois, 20 en 1960. Et on en arrive à avoir plus de 50 000 touristes avant la pandémie. Donc ça montre aussi, et puis avec une forte augmentation dans les années, à partir des années 80, mais ensuite à partir des années 2000. Et puis ce qu'on voit finalement en vert, c'est le nombre d'infrastructures touristiques, le développement des infrastructures touristiques en parallèle, le nombre de lodges, d'auberges, mais qui sont devenues maintenant, c'est plus des auberges, c'est quasiment des hôtels. Voilà, là, j'avais beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais je trouvais important quand même
de mettre en avant l'augmentation du nombre de touristes. Donc, ça reprend le nombre de touristes qui sont arrivés dans le parc national de Sagarmatha. Mais c'est une vision où finalement, ça ne compte pas forcément les touristes qui font les expéditions. Enfin, voilà. Donc, on peut se dire qu'il y a plus de touristes et puis ça reprend juste les touristes. Ça ne compte pas en fait tous les guides, les porteurs qui les accompagnent. Donc, la pression sur le territoire elle est quand même importante. Elle est importante, voilà, c'est vrai qu'on voit les déplacements, le mouvement, notamment les caravanes de yaks, de mules qui transportent le matériel, mais également un peu voilà, on a peut-être des images de ces sentiers qui sont aussi un peu surpâturés. Et en parlant de pâturage, c'est ces anciens sentiers de transhumance qui sont devenus aussi les sentiers touristiques. Donc là, c'est vrai qu'on voit les principaux sentiers qui correspondent à ces anciens sentiers de passage de transhumance. Et puis un peu les trois sommets, les trois cols qui sont la route en fait, importante. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, cet Eldorado et cette arrivée de touristes, bah, il y a eu un arrivée aussi pas seulement de sponsoring, mais de volonté de solidarité, de volonté de s'investir dans des œuvres caritatives, d'être solidaire. Et le premier, en fait, personne qui a voulu être solidaire, je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais Sir Edmond Hillary est l'image du sponsor par excellence, entre guillemets, parce que la légende veut que, quand après avoir gravi l'Everest et être retourné dans le village de son acolyte Tenzing Norgay, il demande un peu à un comité villageois, vous auriez besoin de quoi? En fait, il se sentait un peu redevable aussi. Et la légende dit que un des maîtres, un des responsables de la communauté lui a dit, nos enfants ont des yeux, mais ils ne voient pas. Donc, il y avait aussi la volonté de les éclairer, de leur apporter l'éducation. Donc, en fait, ce Sir Edmond Hillary s'est fondé, en fait, Himalayan Trust, qui est une association qui, depuis les années 60, a œuvré à l'ouverture d'un aéroport dans la région, l'ouverture d'un hôpital à Koundé, l'ouverture d'une école à Kungshung en 1961, hôpital en 1963. Et en fait, ces liens de sponsoring sont vraiment très forts parce qu'on va voir que c'est aussi ces réseaux, au départ professionnels, la relation guide-client. Ensuite, le client est devenu un ami et les amis ont même permis, dans certains cas, à sortir de la région. Il y a eu un peu les effets, entre guillemets, pervers de ce lien, de ce développement. C'était finalement aussi une sortie. Donc, il y a vraiment une relation étroite entre ces réseaux himalayens autour du trekking, des expéditions et puis le réseau de migration, puisqu'on s'est servi de ces clients pour finalement, notamment avoir des lettres d'invitation pour partir aux États-Unis, pour aller ailleurs. Voilà, on va revenir là-dessus un peu plus précisément. Et il y a cette image, alors là, je vous ai mis l'image d'Henri Sigueret, qui est aussi un des bienfaiteurs du village de Pamboche dans lequel j'ai vécu. Donc, il y a un peu des figures locales. C'est une figure locale de ce village. Il a participé à la mise en place du réseau d'électricité, donc la construction de la centrale hydroélectrique. Comme moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la gestion de l'eau. Pareil, cet autre personnage que vous voyez au milieu, avec voilà, tous ces katas qui lui sont offerts, c'est aussi, il s'appelle Sepi, dans un autre village. C'est aussi une figure locale, puisqu'il a participé à la construction du réseau d'adduction d'eau. Sir Edmond Hillary aussi, grâce à sa fondation, a permis aussi d'investir dans le réseau d'adduction d'eau. Et puis là, l'image que vous voyez, c'était finalement en 2016 une cérémonie aussi à son honneur qui est organisée chaque année. Bon, là, c'est pendant la mousson, finalement, au pied de sa stèle, qui est à Koundé, voilà, où il y a vraiment même voilà, une véritable cérémonie de prière, notamment pour célébrer son décès. Et finalement, j'ai pris l'image de l'Eldorado jusqu'à l'American Dream, puisque ce qui ressort aussi, c'est ce rêve américain, finalement, qui est profondément ancré et enraciné, et qui va finalement prendre forme, notamment dans un des villages. Donc, il y a 3 villages, le village de Pamboche, où il y a une partie d'ailleurs du village, on va dire 20 familles sur 70, mais
on pourra y revenir, mais c'est surtout le village du Kumjung. En fait, je suis allée dans chaque maison et j'ai répertorié en fait bon, il y a quasi toutes les maisons qui ont au moins un de leurs membres qui est à l'étranger. C'est le cas notamment à Kumjung. Hein, il y a voilà, sur 120 familles, il y a finalement les trois quarts des familles qui ont au moins un de leurs membres à l'étranger et 50% des familles qui sont aux États-Unis, trois quarts de ces familles qui sont aux États-Unis. Au moins il y a un membre de ces familles qui sont à l'étranger, et dans cet étranger, les trois quarts sont aux États-Unis. Je pense que j'ai mal exprimé des choses. Donc on va dire, la moitié, sur 120 familles, il y en a plus de 50 qui ont au moins un de leurs membres qui vit à l'étranger. Et sur ces 50, il y en a les trois quarts en fait, qui sont aux États-Unis. Voilà, c'est dans ce sens-là que c'est finalement le village qui a le réseau le plus étendu, et notamment le réseau de villageois qui a migré aux États-Unis. Mais ça a trait aussi à la mise en place de la Kumjung Hillary School, la mise en place de l'école Hillary, hein, qui a été fondée en 1961 et qui était un peu un tremplin aussi de départ, même si le but, c'était pas le départ, mais ça a servi au départ également. On pourra en parler. Et au départ, ça a servi au départ donc, aux États-Unis, mais pas uniquement, aussi à Katmandou, surtout à Katmandou. Donc là, on revient un peu sur le cas de Katmandou. Le hub, je ne sais pas, plaque tournante, un peu des connexions. Mais voilà, il y a eu énormément aussi, comme je disais, le centre de référence dans les années 70 s'est tourné vers Katmandou. Il y a énormément de Sherpas de la région qui ont commencé finalement à s'installer à Katmandou, de façon au départ de résidences secondaires, surtout pendant l'hiver, etc. Puis finalement, c'est devenu des résidences permanentes. Et il faut savoir que là, je n'ai pas seulement interrogé les familles, j'ai aussi beaucoup interrogé un peu les personnes clés de natifs de la région du Khumbu, mais à Katmandou. Bon, déjà, spatialement, comment ça s'organise, c'est surtout autour de la stupa de Botnath, mais aussi du monastère de Kapan, hein, qu'on retrouve les Sherpas. Et également, je vous ai mis un peu les images J'ai énormément interrogé ces personnes clés qui sont soit des gestionnaires d'agences de trekking, soit des gestionnaires, soit ceux qui, enfin, des Sherpas de la région du Khumbu, qui est celui qui a créé la marque Sherpa, hein, ou encore des personnes de la Himalayan Trust Foundation, ou des personnes finalement de Shawit Tangden Sukpa, qui est l'organisme un peu communautaire des Sherpas à Katmandou. Et en fait, on va aller vite. J'ai regardé un peu, je me suis interrogée sur le rôle clé de ces entrepreneurs. Un des entrepreneurs, mon image n'est pas originaire du Congo, il est originaire du Solu, mais voilà, ça a été son ascension, hein, avec l'image de l'Everest, hein, c'est finalement celle d'un paysan, toujours comme un paysan népalais originaire de cette région, et finalement qui est devenu maintenant le propriétaire d'une des plus grandes agences de trekking et d'expédition qui s'appelle Tamserku, qui a énormément de lodges, mais également qui a la Yeti Airlines, une des compagnies aériennes. Donc, qui contrôle aussi les entrées et les sorties. Enfin, voilà, et puis il y a ce poids, hein, de cette personne, de cet entrepreneur, hein, pas uniquement. Un autre entrepreneur, et je trouve en plus, voilà, il est issu finalement du mariage entre un Sherpa de Kumjung, c'est le fils finalement du fondateur d'Asian Trekking, qui est aussi une des grandes agences de trekking, qui s'appelle Dawa Steven Sherpa. Ça joue sur le double rôle puisque sa mère est européenne. Et finalement, qui va aussi avoir derrière lui ce rôle d'entrepreneur. Il est aussi porteur d'une certaine vision. Alors, pas seulement un entrepreneur, mais il est aussi porteur de maintenant tout un discours autour de l'environnement. Notamment, il se place comme étant ambassadeur de WWF Népal. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant dans la construction des discours environnementaux. C'est vraiment là-dessus au départ que je voulais baser mes recherches. Mais voilà, c'est un peu un des porteurs fondateurs. Et puis, soutenu par le gouvernement, la communauté olympique, National Geographic, etc. C'est un peu aussi l'image de cette nouvelle génération qui surfe un peu sur cette vague aussi.
Et puis, dernier point dans mon mouvement, c'est où est-ce qu'on va retrouver ces Sherpas à New York, principalement dans la région, le- dans le quartier du Queens, à New York, et principalement à Jackson Heights, qui est considérée comme étant une des régions les plus multiculturelles, principalement à Elmhurst d'ailleurs, hein, autour d'Elmhurst. Et c'est très centralisé quand même. Principalement, on retrouve déjà les principales organisations népalaises, tibétaines, mais également Sherpa qui se concentrent dans cette partie du Queens. Mais c'est là aussi que va se situer un peu l'église luthérienne qui a été réinvestie et qui maintenant est le lieu en fait, où se réunissent les Sherpas. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus. Et finalement, Wise. Lieu associatif. Un lieu associatif, voilà, sur lequel on va revenir. Et là, l'idée, en plus, j'ai repris un peu. Frédéric Wiseman avait fait justement un film documentaire sur ce lieu multiculturel. On pouvait retrouver finalement tout le monde, voilà, des gens de différentes 120 groupes ethniques différents. Voilà, Kessam Tseten, plus récemment, on va le voir, hein, a tourné un autre film qui s'appelle Diversity Plaza, qui s'interroge sur les collections justement plutôt himalayennes, mais qui s'est beaucoup inspiré du film de Wiseman. Donc, In Jackson Heights, pas seulement pour le côté himalayen, mais surtout pour le côté migration et puis multiculturel. C'est vraiment un symbole. Voilà un peu le symbole, la vie locale. Donc, en effet, à gauche, un peu le fait que beaucoup de Sherpas se soient retournés en fait, pour être finalement des conducteurs de taxi. Et on va voir que même dans l'organisation communautaire des Sherpas, il y a différents groupes. Et un des groupes soutient en fait les taxi drivers. Donc, il y a voilà, tous les Sherpas qui sont à New York ne sont pas taxi drivers, mais il y en a une grande partie en taxi, Uber driver, peu importe. Mais la réalité, elle est aussi autre. Hein. On va dire qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre, qui n'ont pas forcément, qui sont en situation d'illégalité, qui travaillent dans des restaurants, qui travaillent comme étant employés dans des maisons. Voilà, et beaucoup pour qui peuvent aussi travailler dans des magasins, mais c'est voilà, la vie est vraiment, leur niveau d'emploi est vraiment très divers. Et on pourrait imaginer que l'ascension sociale qu'ils ont eue dans certains cas au Népal peut se retranscrire à New York, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, la réalité, c'est. Voilà, d'ailleurs, beaucoup de. Voilà, la coloc avec laquelle je vivais, finalement, qui était une Sherpa originaire de Pangboche, me disait que quand elle est arrivée à Katmandou, à New York, elle pensait voir finalement les grands buildings, etc. Elle s'est retrouvée au milieu de la communauté sud-asiatique, sud-américaine. Voilà, ça ne parlait pas du tout anglais. Elle a mis 6 mois à aller à Central Park. Et elle a rapidement dû trouver un travail et elle s'est servie beaucoup des réseaux locaux hein, pour trouver du travail. On pourra revenir sur la réalité, un peu de l'American Dream en tout cas. Et puis, c'est la réalité qu'on veut nous faire miroiter, celle qu'on retrouve dans les journaux, que les Sherpas, finalement, ont troqué le mont Everest, la difficulté d'aller au sommet pour finalement arriver à New York. Que ça soit, il y a aussi beaucoup de gens qui sont voilà, dans le Bronx, le New Jersey, qui aussi ont travaillé dans des stations essence. Et puis, c'est un peu la Sherpa Stew, qui est un mets un peu connu, hein, puisque c'est une soupe avec beaucoup de choses qui sont mélangées. Enfin, c'est un peu ça, un peu, tous les mélanges qu'on retrouve aussi à New York entre cette symbole de Statue de la Liberté sur le mont Everest. Et voilà, ce qui nous amène à voir quels sont les niveaux de translocalité entre ces différents lieux. Et je me suis basée sur mais il y a quand même une littérature, j'ai envie de dire foisonnante maintenant, enfin foisonnante de plus en plus, sur les communautés, sur finalement les Népalais aux États-Unis, plus restreint les Népalais à New York. Hein, Vandita Sivapati s'est intéressée justement sur les communautés népalaises à New York. Mais il y a finalement les travaux qui s'intéressent vraiment
aux migrations ethno-linguistiques, j'ai envie de dire, comme celle des migrants Mustangi ou de la communauté Sherpa, etc. Bah, ça, c'est quand même un plus restreint et plus récent aussi, le fait vraiment de regarder comment ça se transcrit aussi à un niveau d'une identité particulière. Il y a 3 niveaux de connexion, un peu le niveau quartile, le niveau qu'on peut penser comme étant le plus proche. On va voir en fait en plus qui devient de plus en plus éclaté. Le niveau de l'organisation communautaire, justement, ethnique. Et le 3e niveau, alors là j'ai vraiment adapté parce qu'elle parlait beaucoup de la mobilisation. Moi j'ai appelé ce dernier niveau le niveau virtuel, en fait, le niveau des réseaux. De nouveaux réseaux de communication, enfin du côté digital en tout cas, des réseaux, des médias, des réseaux sociaux, etc. C'est quoi NTIC? New Technologic Information Communication. Donc, c'est tous ces nouveaux réseaux d'information et de communication. Et le premier, je vais passer rapidement, mais on pourra revenir dessus. Le premier niveau de réseau, finalement, c'est le niveau réseau familial. Voilà, maintenir du lien avec ses familles. D'ailleurs, le premier lien aussi est le lien financier. Les 8, dans les années 90, a beaucoup travaillé justement sur le fait qu'il y a un envoi de devises vers l'étranger qui est très important. Donc, ces remises de devises et ce lien financier, finalement, ces migrations, c'est des migrations de travail qui s'inscrivent dans une dynamique économique, dans une volonté de survie économique aussi. Et en même temps, au-delà de ces liens financiers, eh bien, il y a des liens sociaux qui se sont créés, culturels, voire territoriaux, par le biais de ces familles. Donc ça, c'est la famille un peu translocale par essence, parce que c'est la famille que j'ai vraiment suivie le plus et qui est la plus éclatée. En fait, vous voyez au tronc, le tronc, c'est en gros les 2 personnes clés que j'ai rencontrées à Pangoshe, donc les parents, Kanchi et Galsen Sherpa. Galsen Sherpa a été un icefall doctor, donc il a beaucoup travaillé dans les expéditions comme étant celui finalement qui nous place les échelles sur le glacier, merci du coup. Donc voilà, il a travaillé très dangereux, il est très reconnu, et puis il a eu des liens finalement avec. C'est lui qui a envoyé son fils, qui était le premier à venir, un passant de série, c'est lui qui a envoyé son fils aux États-Unis. C'était le premier à venir aux États-Unis, maintenant il a 40 ans. Et finalement, on a une partie de la famille qui est encore à Pangoshe, avec notamment un de leurs fils qui est en Pangoshe, une autre partie de la famille en grisé, qu'on voit qu'il y a Katmandou. Et aussi en France. D'ailleurs, on a une partie à Katmandou et en France, et une autre partie, j'ai mis surtout en jaune toute la partie qui est aux États-Unis, avec le premier passant de série, qui est un des troncs, et puis sa famille finalement, avec ses nombreuses ses filles que vous retrouvez au-dessus du. Je leur passe pour que ça soit un peu plus clair, que vous retrouvez qui sont des étudiantes maintenant. Et puis, il a fait venir finalement sa femme, ses enfants. Et puis, il a fait venir sa sœur, son frère. Et puis, on retrouve, en fait, je voulais montrer en fait, cette image parce qu'on a des échanges financiers, mais aussi des échanges journaliers entre les membres de cette famille. Et le sentiment d'appartenance, il est là, à travers cette famille, ses liens de parenté, les cousins, etc. Donc, il est très, très présent. Et il est d'autant plus présent qu'en fait, quand on migre, il y a aussi un sentiment d'appartenance à la terre. Les migrants Sherpa ne départissent pas des terres, ils gardent en fait un attachement à la terre. Donc ça, c'est assez particulier. Et ce sentiment d'attachement à la terre et être propriétaire, ça permet finalement de participer et d'être la voix, d'être sponsor pour un festival qui s'appelle le Dumji, le festival de danse masquée, qui a lieu tous les ans. Et tous les ans, certaines familles doivent être sponsors, doivent participer financièrement à ce festival. Et ce qu'on retrouve, c'est que les Sherpas à New York participent soit financièrement, soit s'ils peuvent aussi physiquement. Mais s'ils ne participent pas physiquement, ils participent dans tous les cas financièrement. Et ils ont encore le rôle, ils font encore partie de la famille qui est représentée dans le village.
et ça vient réactiver leur lien de connexion. À chaque fois que voilà, l'image du festival de Djamdoumji, à travers ce sentiment d'appartenance très forte, et à travers le fait d'ailleurs, là, très récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait un Sherpa de Pangosché qui avait fait plusieurs épisodes sur YouTube de la façon dont il a vécu le festival de Djamdoumji, alors que ça faisait 15 ans qu'il vivait à New York. Donc ça va être assez intéressant. Le cowboy, c'est traditionnel pendant ce festival. Non, mais c'est les chapeaux de cow-boy, le whisky, voilà, parce que c'est quand même très cher. Ils collectent une très forte, enfin, voilà, ça peut aller jusqu'à plus de 10 000 $, 15 000, 20 000 $. Donc c'est aussi toute une stratégie, donc il faut économiser pour envoyer de l'argent à sa famille, mais aussi économiser pour l'organisme communautaire à New York, mais aussi réactiver les liens et le réseau d'attachement à la terre et se dire, je suis encore Sherpa, je fais partie de ce village, j'ai ma maison qui est encore là-bas, mes terres qui sont gérées peut-être par des cousins, mais surtout chaque 10-15 ans, je vais participer financièrement à ces cérémonies. Et en présence aussi. Si possible, mais de plus en plus. Enfin, voilà, s'ils peuvent faire l'aller-retour, c'est aussi plus valorisé. Et puis, on prend des photos, on remet, il y a toute une mise en scène ensuite de l'attachement Sherpa, sur lequel on pourra revenir. Et le dernier niveau, le deuxième niveau de connexion, de connectivité, c'est finalement l'American Sherpa Association, United Sherpa Association, USA, qui s'appelle la Sherpa Kiduk. D'ailleurs, Kiduk en tibétain, ça veut dire se réunir quand il fait dans des moments de joie, mais aussi dans des moments de tristesse. Ça veut dire être là les uns pour les autres. Donc, il y a déjà cette notion de réseau dans le terme de la Sherpa Kiduk Association. Et là, je vous ai repris, c'est finalement le site Internet, même puisque le site Internet, il évolue aussi, là, c'était en 2016. Et c'était voilà, le premier, c'est une association qui s'est créée en 1994, qui est une des associations maintenant qui est la mieux organisée, selon les dires de personnes de la communauté népalaise, mais aussi tibétaine. Ça a servi de réseau, non pas seulement, de lien seulement, non pas seulement pour les Sherpas, mais également pour d'autres communautés. On va le voir que ça dépasse un peu l'image de Sherpa, mais ça arrive à une image un peu himalayenne. C'est un espace de référence pour les Sherpas qui sont à New York, déjà parce qu'ils peuvent trouver un réseau, mais aussi physiquement se rendre dans un lieu. Donc, il y a eu la création de cette association en 96, mais surtout, il y a eu l'achat d'une église, une ancienne église luthérienne qui a été transformée en centre bouddhiste, parce qu'on peut le voir voilà aussi par les drapeaux, les couleurs, le temple qui a été mis en place. Et également, il y a eu un programme. Le but de cette association, c'était de valoriser l'identité, de soutenir la communauté Sherpa sur place, alors qu'elle soit Sherpa du Kougou, de l'Elangu, de Tapeljung. Il n'y avait pas forcément de notion d'appartenance. On va le voir après qu'il y a des sous-groupes qui se sont créés, mais là, il y avait la volonté d'apporter un soutien moral, mais aussi financier dans certains cas, et puis aussi de soutenir des initiatives, notamment culturelles, autour pour faire grandir ce sentiment d'appartenance. Et il y a un programme qui s'est lancé qui s'appelle Shawi Wechung Lokpa, qui est le centre culturel Sherpa, qui avait aussi la volonté de transmettre la langue, surtout pour les jeunes qui ne parlaient pas Sherpa ou pas assez bien. Donc, il y a une volonté de préserver, de promouvoir la culture, la religion, mais aussi la langue, à travers finalement des enseignements bouddhistes et l'enseignement de la langue. Donc, il y a même un centre culturel qui est rattaché à cette association qui a été créé en 2009, donc plus récemment. Donc, c'est une association qui joue vraiment un rôle central et qui a surtout aussi joué un rôle central pendant des moments de détresse. Et un des moments de détresse, c'était notamment la pandémie plus récemment, mais quand j'y étais, c'est vrai que j'étais en 2016, c'était
tremblement de terre. Et finalement, il y a eu énormément de collectes de fonds, en fait, de la part des Sherpas à New York qui ont été renvoyés dans les villages. On a beaucoup eu recours, on a mobilisé finalement 130, j'ai trouvé justement sur le site de l'association, 138 000 dollars de financement finalement qui ont été renvoyés. Pendant la pandémie, il y a aussi un fonds d'urgence Covid qui a été pour le Népal. Et en même temps, la pandémie a mis en avant aussi la vulnérabilité, puisqu'il y a eu une vulnérabilité aussi de ces populations Sherpa à New York qui ne pouvaient pas, dans certains cas, qui ont perdu leur travail, qui ne pouvaient pas renvoyer de devises à l'étranger. Donc, il y a eu aussi ce lien, hein, ce double lien. Hein. Donc, voilà. Donc, au-delà du détachement, il y a un sentiment de communauté très fort. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'à travers ce sentiment de communauté, il y a même un sentiment de communauté villageoise. Donc, j'ai retrouvé les Sherpas de Kumujung dans leur propre... Alors, ce n'est pas une association, en fait, ils se réunissent tous les mois. Et puis, ils vont soutenir, par exemple, financer, moi, ce qui m'intéressait, c'est le financement du réseau d'eau, réseau d'adduction d'eau. Une partie du financement venait finalement de ces Sherpas à New York, de cette association, mais qui était encore plus spécifiquement dans des initiatives un peu propres. Et puis, pour finir, là, oui, finalement, il y a l'image de cette église voilà, qui crée... Alors, elle a plusieurs fonctions, une fonction d'accueil, une fonction aussi de location d'espace, puisqu'il loue aussi l'espace à d'autres groupes ethno-linguistiques, notamment les Bhoutanais, les Tibétains, les Yolmo. Voilà, il y avait aussi cette notion-là de location, donc de dépasser un peu l'identité Sherpa et puis d'aller trouver une identité finalement himalayenne. Et puis un peu là, il y a le groupe hein, de gestion de la... C'est des volontaires hein, qui travaillent dans cette association, mais qui est très bien organisée. Comme je disais, ça mobilise un nombre important de membres, avec des membres qui sont élus, qui font partie de comités. Il y a des comités des sports, des comités des fêtes, des comités linguistiques. Donc, il y a vraiment voilà, toute une organisation aussi au sein sur laquelle on pourra revenir plus spécifiquement. Et puis, moi, je vous ai mis voilà, les images de danse, de célébration donc importantes, notamment voilà, Bouddha Jayanti ou le Sa. Et finalement, cette année, c'était la célébration, le 14e anniversaire de la mise en place de ce centre culturel, Sherwin Shunokta, et qui offre notamment tous les dimanches voilà, des lectures de textes bouddhistes et également qui organise aussi l'apprentissage de la langue. Et finalement, voilà, la colocataire avec qui je vivais, donc, qui était issue, originaire de Camboche, qui était depuis 10 ans à New York, travaillait finalement toute la semaine, 6 jours par semaine, elle travaillait comme aide dans une famille, hein, donc employée de ménage dans une famille. Son seul jour de congé, qui était le dimanche, eh bien, elle allait le matin suivre ses enseignements religieux l'après-midi et puis servir. Voilà, il y a un fort sentiment, on pourra revenir aussi là-dessus. Dans certains cas, il y a eu énormément de critiques aussi de la part de certaines personnes que j'ai pu interroger qui sentaient une pression sociale très forte, avec déjà une pression familiale de devoir renvoyer de l'argent à sa famille. Ensuite, la pression sociale de devoir participer, de représenter une identité, participer même financièrement, puisqu'il y a, voilà, plus on participe financièrement, plus finalement il y a de prestige. Et puis de renvoyer, ça fait beaucoup, enfin voilà, dans certains cas, il y a vraiment un détachement, voilà, réactiver cette identité, mais en même temps, voilà, s'en détacher. Et puis cette image, donc ça c'est extrait du film de Diversity Plaza de Kesan Tseten, qui a été aussi produit par Sienna Craig, justement.
qui a été montré à New York très récemment, au mois de novembre. Et je voulais que ce film vienne notamment pour le groupe, enfin, qu'on puisse le projeter à Montréal. Et en fait, on voit l'Himalayan Elders Association, puisque cette commune, le Sherpa Kiduk Association, très rapidement a mis en place un peu des groupes de soutien, notamment pour les plus jeunes et pour les plus âgés. Et en fait, ces communautés les plus âgées, ils font du sport, ils font aussi le tour, la Kora autour de l'église, de cette église qui a été réinvestie en temple. Et puis, on les voit finalement pendant leurs activités. Donc, c'est un peu cette image C'est pas genre en l'air. Exactement, une partie de jambes en l'air de ces anciens avec voilà, tout le travail qui est fait sur est-ce qu'ils veulent rentrer chez eux. Finalement, beaucoup voilà, sont très attachés, auraient envie de rentrer, de vieillir, et finalement, ben, on retrouve un autre sentiment sur ces. Enfin, voilà, ça serait intéressant de creuser en fait, leur sentiment d'appartenance par génération aussi. Voilà, on va dire que le terrain que j'ai fait était quand même très court. Hein. J'ai passé 1 mois, donc on ne peut pas dire que. Voilà, maintenant j'ai beaucoup travaillé aussi à distance. Et comme j'ai travaillé à distance, ben, j'ai aussi pu travailler à distance grâce aux liens virtuels qui sont aussi un peu la translocalité qui est activée à travers ces réseaux. Finalement, des liens virtuels aux liens réels. Hein. C'est ces liens virtuels qui vont réactiver les liens réels, qui vont finalement être aussi très présents. Hein, voilà, ces échanges sur les réseaux sociaux, à travers le téléphone. Et finalement, ça participe de ce que Jolina Sinanan a fait de l'anthropologie visuelle. Elle a beaucoup travaillé sur l'anthropologie visuelle aussi, et comment a été représenté l'Everest. On peut dire comment aussi les Sherpas se représentent. Elle n'a pas travaillé directement sur des dimensions identitaires Sherpas, mais on peut s'interroger. Et puis ça tient aussi au développement du réseau de télécommunications qui est installé. Là, on voit au camp de base de l'Everest. Finalement, c'était plus facile d'avoir un réseau Internet au camp de base de l'Everest que dans certains villages. Donc, il y a aussi ça, hein, le développement de ces réseaux, la circulation d'images grâce aux technologies numériques, la production d'images géolocalisées, la possibilité de transfert d'argent rapide aussi. Donc voilà, il est important aussi d'avoir, voilà, de se servir de ces plateformes médiatiques qui sont ancrées, c'est une forme aussi d'ancrage dans la mobilité. Elles sont cruciales, notamment avec des initiatives un peu comme le hashtag Kumbu Earthquake Relief, hein, la mise en place de groupes un peu de soutien à l'issue du séisme, on met en place aussi, on fait tourner des vidéos sur les réseaux sociaux, des liens importants. Et finalement, tout ça pour dire que les médias jouent aussi un rôle central dans l'activation des réseaux, dans ces liens de connexion, et ils favorisent en fait la complémentarité entre ces espaces finalement éloignés. Et ça ouvre la voie un peu à une plus large diffusion d'idées, de pratiques, et puis à ce que Sienna Craig a appelé un réseau virtuel de soins. Prendre soin de soi à distance. Je crois que l'image était assez réussie. Voilà, je pense que je vais arrêter là en termes de conclusion et perspective. Vraiment du Kumbu à Katmandou, et plus loin des États-Unis. Voilà, la trajectoire de mobilité un peu des Sherpas a suivi un peu un voyage transformateur, qu'ils soient conducteurs de yak, de touristes ou de taxi. Ça a changé un peu en échelle, à l'échelle, hein, on a changé d'échelle, que ça soit local, international, de nature aussi. Hein. C'est plus la même nature de mobilité, mais aussi d'intensité. Ça a un peu transcendé un peu les limites de la localité, du territoire. Les structures communautaires aussi, qui se sont réactivées. C'est vraiment un cas spécifique aussi, cette migration des Sherpas, parce qu'elle est plus visible, mais aussi elle est plus visible dans ce qu'on voit, c'est l'image, ce qu'on nous montre, mais il y a aussi toute cette difficulté du quotidien. C'est un peu la dimension un peu moins explorée de l'expérience de la migration à travers tous ces réseaux. Et puis, comment finalement les Sherpas à New York peuvent aussi avoir une influence. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment ils peuvent avoir une influence un peu de
la gestion des ressources à distance. On voit le lien notamment avec le 12J, le lien à la Terre. C'était vraiment une belle image. Le lien aussi de renvoyer de l'argent pour favoriser la mise en place des réseaux d'adduction d'eau. On voit que finalement les Sherpas eux-mêmes, qui sont entrepreneurs à Katmandou ou qu'ils soient finalement à New York, deviennent eux-mêmes des INDAC. Donc il y a vraiment cette notion de sponsorship qui réactive le karma, enfin qui active le karma, qui a cette notion-là aussi derrière de bienfaisance pour soi, pour l'identité, pour le territoire. Et finalement, c'était cette image de Sanjita Gurung qui avait travaillé sur les femmes migrantes surtout, et qui les avait qualifiées de from informal workers to transnational builders. J'ai bien aimé cette image. Donc, est-ce que voilà, ces migrants, je sais pas, à New York, sont un peu les bâtisseurs d'une communauté himalayenne, on va dire, ça dépasse un peu l'identité Sherpa, une identité himalayenne translocale, et puis ça vient un peu réinterroger, voilà, repenser un peu l'avenir des espaces locaux à travers ces liens. Donc voilà, un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, et ce qui m'intéresse encore plus en ce moment. Mais je vous remercie de votre attention. C'est bon. Effectivement, tu nous as dressé un super bon portrait des Sherpas, de leur communauté transnationale. Je vais arrêter de l'enregistrement, peut-être. Oui. Félicitations. Ok, les réponses peuvent être intéressantes.